Dans cette émission, nous abordons les grands principes de la navigation qui font partie, dans le programme officiel du BIA, du domaine 4, navigation, réglementation et sécurité des vols. Alors, le plan de l'émission, nous aborderons la question des deux nords utilisés en navigation, le nord géographique, le nord magnétique. Ensuite, nous étudierons les particularités et l'utilisation du compas magnétique. Nous continuerons par la différence essentielle entre la notion de route et la notion de cap, en intégrant ensuite dans cette quatrième partie le problème du vent et donc de la dérive occasionnée par ce phénomène météo. Nous aborderons la différence entre la navigation à l'estime, le cheminement, puis la différence entre les deux régimes de vol que sont le VFR et l'IFR. Enfin, la règle semi-circulaire qui gère les déplacements et les espacements dans l'espace aérien, le need to know, et pour terminer, quelques questions d'examen. Alors pour introduire cette partie, donc une image qui se déroule lentement, qui nous présente une carte aéronautique sur laquelle nous avons déposé quelques instruments que nous connaissons bien, des instruments de géométrie, une règle, un compas, un rapporteur, la calculatrice aussi, un instrument un petit peu spécifique sur la partie au-dessus du document VFR, et bien sûr les outils indispensables que sont le compas ou la boussole que nous allons détailler, qui sont à la base et historiquement et toujours aujourd'hui des grands principes de la navigation. Alors nous savons bien que le terme navigation renvoie au verbe naviguer, qui est bien sûr lié à la conduite d'un navire, c'est-à-dire d'un bateau. Nous avons ici une photo qui date un peu, sur la mythique route du Rhum. Nous voyons le navigateur, le skipper on va dire, qui dirige son bateau, et on voit tout de suite que son regard se porte sur un instrument de navigation essentiel, le compas, qui lui permet de maintenir un cap. Il faut bien penser qu'en 1978, aucun des outils actuels numériques, on pense évidemment au GPS, qui sont des aides à la navigation, n'était disponible. Dans les principes de la navigation que nous abordons dans cette émission, nous restons donc sur les instruments basiques qui ont fondé les principes de la navigation. Les aides à la navigation actuelles font l'objet d'un autre chapitre et d'une autre émission. Alors commençons par parler du nord, ou précisément des deux nords qu'il s'agit de trouver, puisque ce sont des repères essentiels à la navigation. Alors évidemment, le plus connu est le nord géographique, qui est un point de la sphère terrestre, qui est en fait le point d'intersection de l'axe de rotation de la Terre avec l'hémisphère nord. La petite photo en haut à gauche nous montre une position matérialisée, et la présence du navire nous fait réfléchir aux navigations polaires qui sont à l'ordre du jour à l'heure actuelle. Mais il existe un autre nord, le pôle nord magnétique. Alors précisément de quoi s'agit-il? Eh bien, la diapositive suivante donc va fournir quelques explications complémentaires, mais c'est un point qui, à la différence du pôle nord géographique, est un point variable. Sur la partie droite de l'écran, vous pouvez suivre l'évolution de sa position au fil du temps. Alors vous voyez qu'actuellement, il est assez proche du pôle nord géographique, mais il n'en a pas été toujours de même dans le passé. Alors vous découvrez ici à l'écran un document obtenu par l'intermédiaire de la NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration,
qui permet de déterminer la déclinaison magnétique en chaque point de la Terre. Il suffit de donner les coordonnées, latitude et longitude du lieu. Ici, en l'occurrence, il s'agit des coordonnées de Montpellier. Nous voyons que la déclinaison est de 1,39 °, est. Sa variation est estimée à 0,9 € est par année. Voilà, avec une certaine incertitude. Voyons maintenant les définitions des deux nord. Alors le pôle nord géographique, qui est défini comme le point d'intersection de l'axe de rotation de la Terre avec la surface terrestre de l'hémisphère nord. C'est le point où tous les méridiens et les fuseaux horaires se rencontrent. Il définit ce que l'on appelle la direction du nord vrai, noté N indice V. Le pôle nord magnétique, qui est défini comme le point d'intersection de l'axe de symétrie du champ de magnétique terrestre avec la surface terrestre de l'hémisphère nord. C'est le point où convergent les lignes d'égale déclinaison magnétique, nous en reparlerons. Il est noté N indice M. Et la déclinaison magnétique, qui est donc en un point donné sur la surface de la Terre. L'angle entre la direction du pôle nord géographique et du pôle nord magnétique. Cet angle est compté positivement vers l'est et négativement vers l'ouest, on le note D indice M. Alors examinons maintenant deux questions simples sur la notion de déclinaison. Première question, sur le schéma de droite, on demande de préciser si les déclinaisons des lieux A, B et C sont est ou ouest. Et ensuite, est-ce qu'on peut dire que la déclinaison est constante sur Terre? Alors, évidemment, en A, nous voyons bien que la déclinaison est ouest, hein, c'est-à-dire que entre le pôle nord géographique et le pôle nord magnétique, les deux directions donc sont différentes, bien sûr, mais la direction du nord magnétique est à l'ouest de celle du nord géographique. En B, c'est l'inverse, hein, nous avons une déclinaison est. Et en C, à nouveau une déclinaison ouest. Nous constatons tout de suite que ces trois déclinaisons sont fort différentes. En effet, la déclinaison est variable, elle va dépendre de la position sur le globe. On comprend bien que plus on est éloigné de ces deux pôles, dans l'hémisphère nord et aussi bien sûr dans l'hémisphère sud, et donc plus cette différence est faible. C'est l'objet de la question suivante. La déclinaison est évidemment importante dans les régions polaires et d'autant plus faible quand on s'en éloigne vers le sud. Mais nous l'avons découvert précédemment, cette déclinaison est variable. Il faut donc constamment tenir à jour cette déclinaison sur les cartes aéronautiques. Alors voici justement la page de garde d'une carte aéronautique qui couvre un certain espace aérien. Nous y découvrons des lignes. Ces lignes sont les isogones, c'est-à-dire les lignes sur lesquelles les points ont la même déclinaison magnétique. Alors, voyons un petit peu, examinons ça de plus près. Quelle était la déclinaison à Rennes, à Lyon, à Montpellier en janvier 2015, qui est la date de création de la carte? Eh bien, à Rennes, donc, nous voyons que Rennes est sur l'isogone 1 degré ouest. Lyon, très proche de l'isogone 1 degré est. Quant à Montpellier, qui n'est pas représenté sur la carte, on peut estimer qu'à cette date, il n'était pas loin de l'isogone 1 degré est. On demande ensuite, en utilisant les données de ce document, d'évaluer la déclinaison de ces trois lieux en 2021, c'est-à-dire que 6 ans plus tard, en tenant compte de la variation annuelle. Eh bien, un petit calcul simple nous montre que ici on aurait pour Rennes une déclinaison ouest qui aurait diminué, hein, il suffit de faire le petit calcul, 6 x 8, 48, qu'on soustrait de 60, ça fait bien 12. Et pour Lyon et Montpellier, donc on pourrait l'estimer à 1 degré est, puisque cette variation donc entraîne une augmentation de la déclinaison vers l'est. En 6 ans, 6 x 8, 48, 1 degré, 48 minutes.
nous avons sous les yeux un autre type de carte, ce qu'on appelle les cartes VAC, hein, pour cartes d'approche à vue, Visual Approach, précisément concernant l'aérodrome de Montpellier-Méditerranée, LFMD. Alors, où se trouve l'indication de la déclinaison? Et bien sur le cartouche en haut à droite, symbolisé par les lettres VAR pour variation, hein, de la variation de la déclinaison, qui est de 1 degré est, donc estimé, donc vous voyez le chiffre 15, donc estimé en 2015. Alors nous savons bien que l'instrument de vol ou de navigation, puisqu'il se trouve aussi à bord des navires, qui permet de vérifier, de mesurer la direction du nord magnétique et le compas magnétique ou boussole. Hein. Alors, nous en avons une vue un petit peu plus rapprochée ici, et une simple lecture donc permet d'estimer donc ici à environ 54 degrés, qu'on appelle le cap compas, hein, c'est-à-dire ce que l'indication donnée par le compas magnétique, que l'on note C, indice C. Alors, il est évident que la connaissance de la déclinaison magnétique est importante. Elle permet de corriger le cap à suivre. Alors, évidemment, dans le cas d'un vol local en France et actuellement, dans les conditions actuelles, comme nous l'avons vu, cette correction est tout de même assez faible. Mais on doit la prendre en compte. Alors, le cap compas donne-t-il exactement la direction du nord magnétique? Eh bien, pas tout à fait. En effet, le compas est soumis dans l'avion à l'influence de certaines masses métalliques. Cette influence d'ailleurs peut varier suivant le cap suivi. Et donc, cette différence qu'on appelle la déviation du compas, c'est l'angle entre la direction du nord magnétique et la direction du nord compas. Elle est notée petit d et comptée positivement si le nord compas est à droite du nord magnétique, négativement si le nord compas est à gauche du nord magnétique. Généralement, on trouve un petit tableau avec les corrections donc à appliquer en fonction des caps suivis. Petit tableau donc qui est matériellement en dessous de la lecture du compas. Alors présentons maintenant les notions de route et de cap, en commençant par les routes. Alors en navigation, on va parler de route vraie, notée R indice V, c'est un angle qui va de la direction du nord géographique à la direction suivie par un mobile, donc un navire ou en l'occurrence un aéronef, par rapport au sol. On la mesure donc sur une carte. La route magnétique, en revanche, notée R indice M, est un angle orienté, comme le précédent, qui va de la direction du nord magnétique, cette fois, qui est la référence à la direction donc suivie par le mobile par rapport au sol. Donc cette route magnétique, on est obligé de la calculer en intégrant la déclinaison, comme nous l'avons vu. Alors ces angles seront exprimés en degrés, de 0 à 360. Ils sont comptés dans le sens des aiguilles d'une montre, ce sont des angles orientés, on parle de sens indirect ou bien trigonométrique inverse. Comme nous voyons ici, on compte 2 zéros en tournant dans le sens des aiguilles de la montre jusqu'à 120 degrés. Pour déterminer la route vraie par rapport au nord vrai. Bien. Alors, on peut se demander quand est-ce que les routes vraies et magnétiques sont-elles égales? Bon, la réponse est évidente. C'est quand la déclinaison magnétique est nulle. Il existe des points sur la Terre où la déclinaison est quasiment nulle. Maintenant, la route magnétique est supérieure à la route vraie lorsque la déclinaison magnétique est alors est ou ouest. Eh bien, en fait, ouest. Et inversement, elle est inférieure à la route vraie lorsque la déclinaison magnétique est est. Alors, n'oubliez pas nous en reparlerons, de faire un petit schéma, hein, c'est nécessaire si on vous pose des questions de ce type à l'examen. Alors, connaissant la route vraie et la déclinaison, comment déterminer la route magnétique? Eh bien, nous l'avons défini ainsi que la différence entre la route vraie et la route magnétique, c'est précisément la déclinaison magnétique. C'est-à-dire que la déclinaison magnétique, c'est RV moins RM. D'où l'on déduit que la route magnétique, c'est la route vraie moins la déclinaison. Très bien.
Oui, mais la déclinaison peut être comptée positive si elle est est, négative si elle est ouest. Alors, il faut faire attention, et c'est pour ça que il est prudent de faire un schéma si cette question devait se poser. En tout cas, c'est une question que doit se poser le navigateur. Dans l'exemple de gauche, nous avons une déclinaison qui est est de 10 degrés. Donc si nous appliquons mécaniquement la formule Rm égale Rv moins dm, donc nous avons une route magnétique, et elle est 120 degrés, moins les 10 degrés mais qui sont positifs, donc ce qui donne 110 degrés. Maintenant, le schéma est tout à fait parlant, hein. Étant donné que la déclinaison est est, on comprend bien qu'il faut retrancher en valeur absolue ces 10 degrés des 120 degrés qui sont comptés par rapport à la référence du nord vrai. Deuxième cas de figure, celui de la figure de droite. Ici, la déclinaison est ouest, elle vaut 15 degrés, donc si nous appliquons la formule algébriquement, de la même façon que précédemment, la route magnétique est donc 120 degrés moins les moins 15 degrés de la déclinaison ouest. Donc 120 moins 15, c'est 120 plus 15, c'est 135. Ici aussi, il est recommandé de faire un schéma pour se rendre compte qu'évidemment, cet angle de 15 degrés, situé à gauche de la direction du nord vrai, doit être ajouté en valeur absolue aux 120 degrés de la route vraie. Alors, nous l'avons dit, pour déterminer la route magnétique, c'est-à-dire ensuite donc, le cap à afficher sur notre compas, il faut connaître la route vraie et la déclinaison. Alors, comment connaître la route vraie? Et bien entendu, il faut utiliser une carte. Alors, quels instruments utiliser pour la déterminer concrètement, pour la mesurer? Bien évidemment, il va falloir ici utiliser un rapporteur, éventuellement une règle, un crayon pour matérialiser, tracer cette route sur la carte. Et ensuite, mesurer donc à l'aide d'un rapporteur l'angle entre la direction du nord géographique. Alors le nord géographique sur une carte, on le trouve matérialisé par des lignes qui sont les méridiens de la carte. Ici, donc, nous avons un angle de 242 degrés. Il faut bien se rappeler que si je vais de Millau à Saint-Affrique, nous avons ici un angle qui est supérieur à 180 degrés. D'accord ? Et ensuite, je vais pouvoir faire le calcul donc, de ma route magnétique en tenant compte de la déclinaison. Donc le rapporteur me donne une mesure de 242 degrés pour la route vraie. Si j'estime la déclinaison magnétique à 1,5 degré, alors sous-entendu positivement, donc elle est est, il faut donc que je la retranche en valeur absolue de la route vraie. Ma route magnétique à suivre est donc de 240,5 degrés. Alors nous abordons maintenant la notion de cap. Le cap et la route sont deux choses distinctes. Nous allons l'expliquer dans la suite de l'émission. Mais pour l'instant, voyons la définition. On parle de cap d'un aéronef pour indiquer la direction vers laquelle il est orienté. Dans le cas d'un avion, donc c'est la direction où pointe le nez de l'avion, ou la proue d'un navire en navigation maritime. En fait, c'est un angle, comme la route, exprimé en degrés, de 0 à 360, dans le sens des aiguilles de la montre, qui est donc orienté, qui va de la direction du nord à sa ligne de foi, c'est-à-dire son axe longitudinal. Très bien. Oui, mais il y a plusieurs notions de nord. Nous en avons vu trois. Le nord compas, le nord géographique, le nord magnétique. Il y a donc trois significations possibles du cap. C'est ce que nous allons voir. Commençons donc par le cap compas, qui donc par définition, c'est le cap qui va être indiqué par le compas, c'est-à-dire l'angle entre le nord du compas et la ligne de foi, l'axe longitudinal de l'avion. Donc c'est la lecture que nous faisons lorsque nous observons le compas. Cette lecture ici, donc, nous sommes autour de 246 degrés. Il y a donc un angle à 246 degrés entre le nord du compas, indiqué par la flèche bleue, et la ligne de foi, c'est-à-dire l'axe longitudinal de l'avion. Maintenant donc le cap magnétique,
qui par définition donc, va être l'angle entre le nord magnétique et la ligne de foi de l'avion. Évidemment, il va falloir utiliser la correction de la déviation du compas s'il y en a une. De quelle façon? Nous avons vu que la déviation est comptée positivement si le nord compas est à droite du nord magnétique, négativement si elle est à gauche. Donc en fait, D c'est CM moins CC ou bien CC c'est CM moins D. Bon, on ne va pas s'encombrer avec comment dire, ces formules qui risquent fort de nous conduire à l'erreur. Il faut faire un schéma. Donc voici un petit exemple ici dans lequel on a une déviation donc ici de 15 degrés, ok, qui va être comptée négativement parce que elle est à gauche du nord magnétique, d'accord, mais si vous faites le schéma, vous ne pourrez pas vous tromper, et donc vous voyez que le cap compas, donc c'est 120 plus c'est 15 degrés, ou si vous préférez moins 15 degrés, donc 135 degrés. Faites un schéma donc dans ce genre de situation. Alors sachant qu'à l'examen, il y a peu de questions qu'il faut intervenir la déviation du compas. En général, on considère que la déviation du compas est faible ou nulle. À ce moment-là, le cap magnétique est égal au cap compas, tout simplement. Et enfin, il y a bien sûr une notion de cap vrai, qui par définition va être donc l'angle qui va du nord géographique à la ligne de foi de l'avion. Très bien. Alors, comme on sait que la différence entre le cap vrai et le cap magnétique, c'est la déclinaison, on a finalement, si on rapproche les formules précédentes, on obtient cette formule, et on vous déconseille de la retenir, de la prendre par cœur, mais du point de vue donc, de la rigueur mathématique de la chose, le cap compas peut être déterminé, bien sûr, si je connais le cap vrai, la déclinaison magnétique et la déviation du compas par cette formule, en tenant compte des valeurs algébriques. Très bien. Bon, alors, si la situation devait se présenter à l'examen, il faudrait bien évidemment faire un schéma comme c'est indiqué à droite, en plaçant précisément donc les différents nords, leur position relative, suivant qu'on a une déclinaison est-ouest ou bien une déviation du compas gauche ou droite. Alors en l'occurrence ici, si on se reporte au schéma, on voit que le cap compas donc, va être déterminé en ajoutant en fait au 100 degrés du cap vrai la déclinaison magnétique de 20 degrés et la déviation du compas. Très bien. Maintenant, voyons la question de la différence entre le cap vrai et la route vraie. C'est toute la question maintenant qui va nous occuper pour la suite donc, de cette présentation. Bien, récapitulons et posons-nous la question que doit se poser tout navigateur. Quel est le cap compas que je dois afficher sur mon compas pour être sûr d'aller d'un point A à un point B sans erreur? Je connais le cap vrai, je connais la déclinaison magnétique, je connais la déviation de mon compas. Est-ce qu'il me suffit d'appliquer cette formule ou bien comme nous l'avons vu en se reportant au schéma précédent, pour déterminer mon cap à afficher au compas? Autrement dit, est-ce que le cap vrai est égal à la route vraie? Si c'est le cas, j'ai toutes les données, puisque la route vraie, je l'ai mesurée au rapporteur sur ma carte. Et les déclinaisons, je les connais, la déviation aussi. Très bien. C'est toute la différence qui existe entre une route et un cap. Rappelons donc que la route de l'avion, c'est l'angle entre la direction du nord, qu'il soit géographique ou magnétique, et la direction suivie par l'avion par rapport au sol, c'est sa trace par rapport au sol. Et le cap de l'avion, c'est l'angle entre la direction du nord, suivant le nord géographique, magnétique ou compas, et sa ligne de foi, c'est-à-dire son axe longitudinal. Donc au fond, est-ce que la ligne de foi, c'est-à-dire l'axe longitudinal de l'avion, est-il toujours confondu avec la direction suivie par l'avion par rapport au sol? Eh bien, nous allons voir que la réponse est non. Alors, voyons concrètement cette problématique. J'ai un trajet, un vol donc, à préparer, donc pour aller d'un point A à un point B. En l'occurrence ici,
de l'aérodrome de Millau à celui de Saint-Affrique. Donc sur ma carte, comme nous l'avons vu, je mesure une route vraie entre ces deux points. Je connais la déclinaison magnétique parce que je l'ai lu sur la carte. Et je connais la déviation de mon compas magnétique qui est affichée sur mon compas. Très bien. Et donc, est-ce que je suis assuré d'arriver au point B, en l'occurrence à Saint-Affrique en partant de Millau, si je garde pendant tout le vol, donc le cap donné par la formule ou le schéma que nous avons étudié. Très bien. Alors, nous avons vu que la route vraie pour aller de Millau à Saint-Affrique est de 242 degrés, mesurée au rapporteur. La déclinaison donnée est de 2 degrés au centre de la carte. Bien. Je considère que la déviation de mon compas est quasi nulle pour ce cap. Et donc, je prends le cap compas, 242 moins 2, 240 degrés. Très bien. Est-ce que je suis sûr d'arriver à Saint-Affrique si je maintiens ce cap? A priori oui, si je conserve donc l'axe longitudinal de mon avion s'aligne 2 fois donc, dans la direction du 242. Pour quelle raison je n'aboutirai pas à Saint-Affrique en gardant ce cap? Et non, parce qu'il peut se passer ceci. Voilà, la ligne 2 fois de mon avion est toujours parallèle à cette direction. Mais oui, mais que fait mon avion? Il dévie. Ah, je pense que vous avez la solution en tête, la cause de ce qui se passe. Eh bien, la cause, bien évidemment, c'est le vent. En effet, notre erreur, c'est de confondre la route et le cap. Dans cette formule, le cap vrai, c'est l'angle formé par la ligne de foi de l'avion et le nord géographique. Mais il n'est pas nécessairement égal à la route vraie, qui est l'angle formé par le nord géographique et la direction suivie par l'avion par rapport au sol. Il peut y avoir du vent. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène de dérive. Ici, cet avion donc subit le vent vient de sa gauche, donc il dérive vers la droite. Vous voyez, hein, l'axe longitudinal de l'avion matérialisé en bleu qui est resté parallèle donc à la direction 242. Alors, examinons plus en détail cette question de dérive due au vent. Nous avons ici sur ce schéma les positions de 3 avions à un instant donné, soumises à un vent que nous qualifierons de traversier, un vent qui vient par le travers gauche, donc à 90 degrés par rapport à la direction donc, que suit l'avion. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, prenons la situation de gauche. Par unité de temps, on peut imaginer donc la vitesse, que ce soit celle du vent ou la vitesse propre de l'avion dans la masse d'air, est représentée par les deux flèches, en vert le vent, en bleu la vitesse propre de l'avion. Et donc, ici, au bout d'une unité de temps, notre avion se sera déplacé de 2 unités d'espace vers la droite et de 2 unités d'espace vers le haut. En fait, il aura dérivé vers la droite. L'avion, dans la position centrale, de la même façon, lui, aura dérivé de 2 unités vers la droite et 3 unités vers le haut parce que sa vitesse propre est plus élevée que celle de l'avion de gauche. Et dans la dernière situation à droite, l'avion aura dérivé de 2 unités d'espace vers la droite et d'une unité d'espace vers le haut, sa vitesse propre étant plus faible. Ce qu'on constate, c'est que ce qui va jouer sur la valeur de la dérive, ce sont les vitesses relatives du vent et de la vitesse propre de l'avion dans la masse d'air dans laquelle il se déplace. Vous voyez que par rapport à la situation initiale, dans laquelle la dérive est droite, notée x1, alors x est la lettre utilisée généralement pour noter la dérive, x2 est plus petit que x1, car la vitesse propre de l'avion est plus importante, et en revanche x3 est plus grand que x1, puisque la vitesse de l'avion, la vitesse propre est inférieure. Alors maintenant, regardons la situation
lorsque l'avion est soumis à un vent venant de sa gauche, mais dont la direction est variable. On va parler simplement de vent de travers. Par rapport à la situation numérotée 0, où l'avion avancerait en l'absence de vent, à une vitesse donnée par la flèche en pointillé, donc 3 unités d'espace par unité de temps, une vitesse de 3, on va dire simplement. Hein. Eh bien, regardons ce qui se passe pour chacune des 4 situations suivantes. Alors, situation numéro 1. Au bout d'une unité de temps, l'avion va se retrouver à une unité de temps à droite et une unité d'espace à droite et une unité d'espace vers le haut par rapport à sa position initiale. En effet, la masse d'air dans laquelle il se déplace à une vitesse qui est dirigée face, donc une composante est dirigée face à lui, hein, c'est-à-dire que dans l'unité de temps, cette masse d'air s'est déplacée d'un carreau, enfin, d'une unité d'espace vers la droite et de 2 unités vers le bas. Situation numéro 2. Le vent vient toujours de la gauche, mais il est orienté dans une direction qui est plus proche de la perpendiculaire de la direction suivie. Donc, par composition de ces deux mouvements, flèche verte et flèche bleue, nous avons une position de l'avion qui est plus avancée que dans la situation précédente. Situation numéro 3, le vent vient toujours de gauche, mais il a une composante arrière. Que se passe-t-il? Eh bien, par composition de ces vitesses, nous aboutissons à cette position. Nous voyons que l'avion, en fait, a une vitesse par rapport au sol qui est bien supérieure aux 2 situations précédentes. Enfin, situation numéro 4, le vent vient toujours de la gauche, il est pratiquement plein arrière, et donc la vitesse propre de l'avion va être, qui est toujours la même par rapport à la masse d'air, la vitesse sol, elle, va être donc assez significativement augmentée. Tout ça pour faire saisir l'influence de la direction du vent par rapport à la direction de l'avion, hein, sur la vitesse sol. Hein. Alors, les élèves sont plus familiers peut-être avec la notion de vecteur auront compris tout de suite qu'il s'agit en fait, dans chaque cas, dans chaque situation, de faire une somme vectorielle entre la vitesse du vent par rapport au sol, les flèches vertes, et la vitesse propre de l'avion dans la masse d'air dans laquelle il se déplace, les flèches bleues. Bien, alors nous avons compris que l'effet du vent sur la trajectoire de l'avion donc a 2 conséquences. Une modification de sa trajectoire donc, par rapport à la route prévue, c'est ce qu'on appelle la dérive. Hein. Et une autre modification qui est la modification de sa vitesse par rapport au sol. Bon, on ne va pas envisager cette modification tout de suite, on va parler simplement de la dérive. Alors la dérive, vous le voyez sur les 2 schémas que vous avez à l'écran, qui représentent ce qu'on appelle le triangle des vitesses, avec la vitesse propre de l'avion en vert, la vitesse vent en bleu, la composante des 2 vitesses qui est la vitesse sol en orange, et la dérive qui est par définition donc la différence entre la route vraie et le cap vrai. Alors, s'il n'y a pas de modification de cap, voilà ce qui va se passer. L'avion donc va suivre une trajectoire suivant donc la vitesse par rapport au sol. Et il va y avoir ici donc une dérive qualifiée de gauche, hein, puisque le vent vient de droite, là le vent bleu vient de droite, donc l'avion dérive à gauche. Alors bien entendu, ça n'est pas désirable, hein, ça n'est pas souhaitable, et donc pour contrer cet effet, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, naturellement, regardez la partie droite, on va faire tourner le nez de l'avion, si vous voulez, autour de son axe de lacet, donc de façon à changer son cap, et le modifier de façon à ce que, bien sûr, il suive la trajectoire prévue. Pour cela, hein, il suffit de retrancher la dérive de la route prévue pour avoir le cap.
Hein, voilà. Alors, lorsque la dérive est droite, on la compte positivement, on la compte négativement si elle est gauche. Ici, dans cet exemple, elle est effectivement gauche, il faudrait la compter négativement. Si je retranche, donc c'est moins 40 degrés, ça revient à ajouter 40 degrés. Bien. Alors, vous allez oublier ces histoires de signes, d'addition ou de soustraction. Retenez une chose simple, pour contrer la dérive, eh bien, il faut tourner le nez de l'avion du côté du vent. Hein, et donc, si vous faites un schéma, hein, ça va tout de suite vous simplifier le petit calcul ou la question qu'on pourrait vous poser à ce propos. Alors, voyons maintenant un exemple concret de calcul de dérive dans une préparation de vol. Alors, sur le schéma de gauche, donc, nous avons une route à suivre, une route vraie à 60 degrés. Nous avons estimé le vent en utilisant les prévisions météorologiques d'une carte WinTem par exemple. Donc un vent de 20 nœuds venant du 100 degrés. Alors, on peut donc par soustraction de ces deux angles évaluer ce qu'on appelle l'angle au vent, c'est-à-dire l'angle que fait le vent par rapport à la route à suivre, et décomposer la vitesse du vent, donc ici les 20 nœuds, en deux composantes perpendiculaires, une qui sera perpendiculaire à la route à suivre et l'autre qui sera dans l'axe de la route à suivre. Alors un petit calcul simple de trigonométrie avec sinus et cosinus, je passe sur les détails, nous donne environ 13 nœuds de vent traversier et 15 nœuds de ce qu'on appelle le vent effectif. Alors le vent traversier va dévier et provoquer donc une dérive gauche puisque ce vent vient de droite. Et le vent effectif va freiner la vitesse sol, donc diminuer donc la vitesse de 15 nœuds. Alors, nous obtenons donc un nouveau schéma, en admettant que la vitesse propre de l'avion soit de 80 nœuds. Les 13 nœuds de vent traversier donc, vont permettre, dans un petit triangle rectangle, encore avec un petit peu de trigonométrie, ici c'est la tangente, de déterminer l'angle de dérive qui sera de 9 degrés. Il faudra donc ajouter 9 degrés au cap, puisque ici nous avons une dérive gauche. Alors, précisons tout de suite que ce type de calcul ne vous sera pas demandé à l'examen, mais simplement c'était que vous puissiez vous faire une idée de la façon dont on peut prendre en compte cette dérive quand on prépare un vol. Alors, on peut récapituler l'ensemble des formules que nous avons découvertes au fur et à mesure, hein, pour obtenir ce qui intéresse le pilote dans la préparation de son vol, c'est-à-dire le cap compas qu'il doit suivre pour aller d'un point A à un point B. Alors, on ne vous recommande pas du tout d'apprendre par cœur ces formules-là, hein, sachant qu'en plus, elles ont des données qui peuvent être positives ou négatives. Donc, on vous recommande une fois de plus, le cas échéant, donc sur une question, de faire un schéma. Hein, c'est ce qui vous sortira aisément de la situation à chaque fois. Hein, bon, voilà. Juste un peu pour le plaisir, donc effectivement, vous risquez de vous faire, comme on dit vulgairement, des nœuds au cerveau. Hein. Alors on va éviter. Alors nous abordons maintenant dans la partie suivante deux méthodes de navigation qui sont à connaître au programme du BIA. La navigation à l'estime et le cheminement à vue. Alors, avant de décrire ces méthodes, il faut préciser dans quel cadre réglementaire et de sécurité ces types de navigation sont possibles. Alors, on se place ici dans le cadre VFR et associé au cadre VMC. Alors, c'est des choses qui seront détaillées un petit peu dans les émissions sur la sécurité. Mais on peut en dire deux mots. Donc, le cadre VFR impose donc un certain nombre de conditions de visibilité d'une part et de distance horizontale et verticale par rapport au nuage. Bien. Et pour appliquer ce cadre dans de bonnes conditions, il faut que les conditions météorologiques soient les bonnes, ce qu'on appelle les conditions VMC, donc Visual Meteorological Condition.
Donc le pilote doit avoir bien sûr connaissance de ces conditions pour voler en toute sécurité dans ce cadre-là. Alors, où trouver les informations? Ben, le mémo du pilote VFR, hein, qui est réactualisé tous les ans, va donner euh, l'ensemble des informations nécessaires, hein, pour la réglementation dans ce cadre. Et pour ce qui concerne la météo, le guide aviation de Météo France aussi apporte toutes les informations utiles aux pilotes. Alors, en quelques lignes, rapidement, la préparation d'un vol suppose donc de respecter un certain nombre d'étapes. On va pas toutes les détailler, mais il est important que vous ayez connaissance de l'existence de ces étapes, si vous êtes amené un jour en tant qu'élève pilote, donc effectivement être dans ces conditions, hein. Et nous allons voir précisément maintenant qu'est-ce qu'on entend par navigation à l'estime et navigation par cheminement à vue, toujours bien sûr dans les bonnes conditions d'exercice réglementaires dans le cadre VFR et VMC. Alors, ici nous utilisons avec l'accord de l'auteur quelques diapositives du site Good Pilot. Ici vous avez donc l'introduction de la préparation d'un vol en VFR, le matériel nécessaire, la méthode et l'exemple de tracé d'une navigation. Nous allons voir ces étapes à grands traits. Alors le matériel nécessaire, évidemment, nous l'avons déjà dit, donc eh bien, il est indispensable d'avoir une carte navigation à jour, qui soit adaptée au trajet que l'on souhaite effectuer. Donc le choix de l'échelle n'est pas indifférent, tout dépend de la longueur du trajet bien entendu. Et puis aussi les cartes VAC, c'est-à-dire les cartes d'approche des aérodromes qu'on est susceptible d'utiliser, que ce soit au départ, à l'arrivée et éventuellement en cas de déroutement. Parmi les outils, bien sûr, le rapporteur et la règle. Alors ici à l'écran, deux outils un petit peu spécialisés. À gauche, un rapporteur à 360 degrés avec des échelles latérales qui permettent d'obtenir des temps de trajet en fonction donc de la vitesse propre de l'avion, ce qui dispense de petits calculs intermédiaires. Et puis à droite, la règle CRA, qui est un classique utilisé aussi dans la navigation maritime, hein, qui permet donc de déterminer des routes assez facilement. Bien entendu, un simple rapporteur et une règle graduée, double décimètre ou plus longue, suffisent amplement pour une préparation de vol. Alors, la méthode maintenant. Ben, il s'agit, si je veux aller d'un point A à un point B, de déterminer mon point origine, hein, le PON. Ensuite, évidemment, le point d'arrivée, PFN, le point de fin de navigation. De tracer le trait de navigation, avec éventuellement des points tournants, c'est-à-dire des points intermédiaires qui vont nécessiter un changement de cap. Et choisir donc des points de repère, hein, en route, hein, de façon à faciliter et à consolider la sécurité du vol. Minuter le trait toutes les 2 minutes, bon, pour être vraiment synchronisé avec entre ce qu'on peut voir à l'extérieur et puis donc la vitesse prévue sur la branche, et évidemment à chaque branche associer le cap magnétique comme nous l'avons vu. On fait ça avec un rapporteur, hein, en utilisant les méridiens, hein, comme référence, c'est-à-dire le nord géographique. Alors trouver un point d'origine, bon, bien, en l'occurrence on va consulter une carte, hein, donc repérer l'aérodrome de départ. Idem sur le point de fin de navigation. Ici donc on aurait une navigation entre Étampes et Mortagne. On trace le trait de navigation avec, on voyait, un point tournant intermédiaire, hein, donc qui se situe au sud de Chartres. Alors un point de repère en route important ici a été tracé sur la deuxième branche, hein. C'est le rectangle qui est centré sur le symbole d'une balise VOR, donc c'est un instrument de radionavigation, d'aide à la navigation, qui sera développé
dans une autre émission, mais disons que à la verticale de cet endroit, donc le pilote va sans doute donc faire une vérification à l'aide de cette balise de radio-navigation. Et éventuellement donc sur sa carte donc minuter le trajet toutes les 2 minutes avec bien sûr en tenant compte de la vitesse propre de l'avion qui a été choisie pour ce trajet. Le cap magnétique de chaque branche, hein, donc à déterminer donc avec le rapporteur. Vous voyez que sur la première branche on a un cap de 275 et après le point tournant ici donc un cap de 285. Voilà, donc ici donc en vol, mais bon, on n'est pas tout de suite concerné par un vol par vos propres moyens, donc on essaie de poser la carte de façon à avoir sous les yeux à tout moment sa progression dans le bon sens sur la carte, hein. Donc on va utiliser son chronomètre aussi, regarder donc le déroulement du temps en fonction de ce qui est prévu par rapport au repère de minutage qu'on a inscrit sur la carte et bien sûr donc en regardant les repères au sol nécessaires. Alors, on est ici tout à fait dans le cadre de ce qu'on appelle la navigation à l'estime. Alors, qu'est-ce que c'est que la navigation à l'estime en fait, hein? Eh bien, ça consiste donc, une fois qu'on a préparé son vol, donc à confronter les informations visuelles, quand elles sont possibles, donc à ce qui a été préparé dans le vol et éventuellement à réajuster chaque branche s'il y a une légère déviation. Bon, en l'occurrence, ça peut être la dérive, hein, qui peut être plus importante que ce qu'on a prévu dans la préparation du vol, entre autres. Alors, cheminement versus navigation estime. Alors, le cheminement, il faut le savoir, hein, c'est une question assez courante posée à l'examen du BIA. Ben, ça consiste donc à suivre une suite de repères au sol, rivières, voies ferrées, villages, et exclusivement, donc, si on est entièrement en cheminement, de cette façon-là. En revanche, la navigation à l'estime suppose de connaître sa vitesse, les caps, contrôler sa position à intervalles réguliers. Alors, ces méthodes ne sont pas exclusives l'une de l'autre, hein, c'est-à-dire que quand on navigue à l'estime, bon, bien entendu, les repères nécessaires préparés sur la carte donc ben, sont de l'ordre du cheminement, c'est-à-dire qu'on va les suivre s'ils sont facilitateurs, hein, donc voilà. Alors la différence c'est que bien sûr dans le cheminement on utilise beaucoup la carte et on regarde très régulièrement au sol, d'accord. En revanche dans les navigations à l'estime on va l'utiliser ponctuellement. Et puis, donc ça permet de libérer du temps pour gérer le vol, hein. On n'est pas constamment en train de regarder à l'extérieur, donc du point de vue sécurité, bon, c'est peut-être une méthode à privilégier, hein. Mais comme je le disais précédemment, c'est un compromis entre les deux, hein, un vol. Alors voici par exemple donc un exemple en fait de points, de repères. Bon, quand on arrive sur un point tournant, il faut s'assurer qu'on est bien au-dessus de ce point tournant, hein, en fonction du minutage qu'on a prévu, de sa vitesse, hein, voilà. Et ici, repère rendez-vous, c'est par exemple, on passe à proximité d'un village aisément identifiable, donc au bout de 10 minutes sur la deuxième branche, bon, ben, donc on vérifie qu'on n'a pas trop dérivé par rapport donc à ce qui était prévu. Alors, dans la préparation, on remplit un document une fois que tout a été évalué, tracé, qu'on appelle le log de nav. Vous voyez que ici, vous avez donc les codes OACI des deux aérodromes, point de départ, point d'arrivée. Ici, les altitudes de sécurité à respecter sur chacune des branches. Là, les routes magnétiques, hein, qui ont été donc déterminées au préalable, les distances de chacune des branches et le temps nécessaire pour parcourir les branches. Voilà. Ensuite, donc, au fur et à mesure que le vol se déroule, donc on va mettre en face l'heure estimée, l'heure réelle, hein, ce qui permet d'avoir au final un compte rendu complet de la navigation, hein, ce qu'on appelle le journal de bord ou bien le log de navigation. Alors,
Un petit point rapide sur la différence entre les conditions de vol en VFR et en IFR. Alors, ce sont des questions aussi qui font partie du domaine de la sécurité des vols. Alors rapidement, le vol en IFR s'oppose au vol en VFR dans la mesure où on va voler aux instruments. IFR, c'est Instrument Flight Rules. Voilà. Donc la prévention des collisions, ici, va reposer sur le contrôle de la circulation aérienne. Donc en fait, le pilote doit suivre les indications, les directives reçues des contrôleurs aériens, donc maintenir son avion dans une configuration propre au vol, suivre une trajectoire imposée par les organismes de circulation, respecter la réglementation et les procédures. Voilà, très bien. Et donc, à la différence, donc, comme on l'a vu, des règles de vol à vue où la prévention des collisions repose essentiellement sur le principe voir et éviter. Alors, pour le vol IFR aussi, il faut certaines conditions météorologiques qu'on appelle les conditions IMC, donc Instrumental Meteorological Conditions. Alors, on va passer rapidement sur la certification des avions qui peuvent voler en IFR. Donc, il y a une liste minimum d'équipements à voir, on ne va pas tout détailler. Et en IFR toujours, donc le pilote lui-même doit avoir une qualification, c'est-à-dire qu'il s'est entraîné, il a été validé pour être à même de voler dans ces conditions-là, et il y a la nécessité de déposer ce qu'on appelle un plan de vol avant de partir. Alors, ce dernier point ici est un point encore de réglementation, mais étant donné que nous avons parlé de cap, de route, il est intéressant de le rattacher à cette émission. Il s'agit de la règle dite semi-circulaire. En fait, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une question de sécurité, pour éviter donc une collision entre avions. Il existe une règle donc pour choisir le niveau de vol, donc en fonction de la route magnétique. Alors, le schéma parle un peu de lui-même et vous avez des exemples sur les tableaux à gauche et à droite. Si la route magnétique est entre 0 et 179, c'est-à-dire si on se dirige vers l'est, on va prendre un niveau impair. Alors, il faut rappeler qu'un niveau flight level, FL, d'accord, est composé de 3 chiffres, auxquels il faut rajouter 2 zéros pour avoir la hauteur correspondante. Ok. Et donc, si on se dirige vers l'est, on va prendre un niveau impair, plus 5. Alors, impair, il faut comprendre qu'on va prendre les 2 premiers chiffres, et on va regarder tout simplement si on a affaire à un nombre pair ou impair, et ce pour les vols VFR. Donc, exemple 0,35, 0,55, vous voyez que les 2 premiers chiffres, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, 11, etc., sont des nombres entiers impairs. Et inversement, pour une route magnétique donc en direction de l'ouest, donc entre 180 et 359, on prend un niveau pair, plus 5, donc pour un vol VFR, donc FL 0,45, 0,65, etc. Ok, voilà. Et qu'est-ce qui différencie à ce moment-là les IFR des VFR? Eh bien, c'est que les niveaux de vol en IFR se terminent par 0, ce sont des multiples de 10. Voilà, à la différence des vols en VFR où le dernier chiffre est un 5. Voilà. Alors, une petite règle simple pour se rappeler, quand on est en France et qu'on se dirige vers le Portugal, c'est bien qu'on a pris un cap vers l'ouest, d'accord? En revanche, quand on se dirige vers l'Italie, on a pris un cap qui est est, Portugal pair, P pair, Italie impair, I impair. C'est une règle simple pour s'en rappeler. Alors ici, vous avez la liste un petit peu exhaustive des notions qui ont été vues dans cette émission. Je ne vais pas toutes les détailler, vous prendrez le temps de voir si chaque point a été assimilé, quitte à revenir un petit peu en avant dans l'émission. Donc rapidement, nord géographique, nord magnétique, déclinaison, isogone, cap compas, les différences entre cap et route, la déviation du compas, la dérive, c'est une notion qu'on a assez détaillée, et puis donc les différences entre VFR et IFR, et la règle semi-circulaire. Alors nous passons à quelques questions d'examen. Alors première question, comment est appelé l'angle entre le nord vrai et le nord magnétique?
Réponse A, la déclinaison magnétique. Réponse B, la déviation. Réponse C, l'erreur de parallaxe. Réponse D, l'inclinaison magnétique. Alors, question facile, bien entendu, de pure connaissance. Nous l'avons vu, il s'agit de la déclinaison magnétique, hein, qui est l'angle formé entre la direction du nord géographique et le nord magnétique. Question 2, toujours extrait d'examen, dans lequel on avait donné un document à exploiter suivant la question posée. Alors, souhaitant vous questionner sur vos connaissances, le contrôleur aérien vous demande à quoi correspond l'indication VAR 2 degrés E, figurant dans le coin en haut à droite de la carte VAC. C'est le document donc qui est présenté à gauche à l'écran. Vous répondez, réponse A, la déviation magnétique. Réponse B, la déclinaison magnétique. Réponse C, la diffraction magnétique. Réponse D, la réfraction magnétique. Alors, c'est la même réponse qu'à la question précédente. En fait, il s'agit de la déclinaison magnétique. En fait, VAR pour variation du champ magnétique. Ici, donc, elle est indiquée de 2 degrés est. Alors, le chiffre entre parenthèses indique l'année à laquelle cette déclinaison a été mesurée. Hein. Ici, en l'occurrence, en 2015. Question numéro 3. Sur une carte, comment sont appelées les lignes joignant les points d'égale déclinaison magnétique? Réponse A, isogone. Réponse B, isotope. Réponse C, isobar. Réponse D, isotherme. Alors la bonne réponse est isogone. Les lignes isogones sont les lignes d'égale déclinaison magnétique. Alors petit rappel, isotope est un mot qui n'est pas dans le contexte aéronautique. Hein. Isobar, donc ligne d'égale pression. Et isotherme, ligne d'égale température. Question numéro 4. La route géographique, ou route vraie, sur la première branche, est de 330 degrés. La déclinaison magnétique est de 2 degrés est. Votre route magnétique est de, réponse A, 330 degrés. Réponse B, 328 degrés. Réponse C, 332 degrés. Réponse D, 32 degrés. Donc là, il est absolument impératif de faire un petit schéma pour éviter de se tromper en appliquant telle ou telle formule, hein, que vous n'aurez pas forcément en tête ou apprise par cœur. Ici, la bonne réponse est 328. Nous allons voir pourquoi. Alors voilà, hein, donc qu'est-ce qu'on place sur ce schéma? Ben, on fait une rose donc, de 0 à 360 degrés en plaçant le nord vrai, 0. Et on place tout de suite l'information concernant la déclinaison, elle est de degré est, ce qui signifie que le nord magnétique est situé à 2 degrés à l'est donc du nord vrai. Alors la route magnétique, comment je vais la déterminer? Ben, la route magnétique, donc c'est l'angle qui sépare le nord magnétique de ma route vraie. Donc le schéma me montre tout de suite qu'il faut que je retranche 2 degrés aux 330 degrés de la route vraie. Donc en fait, la bonne réponse était 328. Hein. Voilà. Alors si on tient absolument à appliquer une formule, ben, la formule dit que la route magnétique est égale à la route vraie moins la déclinaison magnétique. Ici, comme la déclinaison est est, elle est comptée positivement. Donc en fait, ça confirme ce que le schéma nous montre tout de suite, à savoir que 330 degrés moins plus 2, enfin moins 2 degrés, c'est bien 328. Question 5, en rapport donc avec un autre document, qui est un extrait de carte, donc à l'échelle 1/500 millième. Les aérodromes de Péronne et d'Amiens ont la même latitude. Vous en déduisez que la route vraie de Péronne à Amiens est réponse A 120 degrés, réponse B 90 degrés, réponse C 250 degrés, réponse D 270 degrés. Alors, rappelons-nous que deux lieux de même latitude sont situés sur un même parallèle. Et donc la route pour aller de l'un à l'autre, elle est soit plein ouest, 270 degrés, soit plein est, 90 degrés. En fait, sur la carte, on observe qu'Amiens est à l'ouest de Péronne. Il ne faut pas oublier que la carte a le nord géographique vers le haut, et donc forcément, Amiens est à l'ouest de Péronne, et donc la route vraie, la seule réponse possible était donc 270 degrés. C'est une route plein ouest.
Alors, toujours avec le même document, votre instructeur vous indique que la déclinaison magnétique est de 1 degré ouest. Pour obtenir votre route magnétique, vous devez, réponse A, soustraire cette déclinaison à la valeur de la route vraie. Réponse B, additionner cette déclinaison à la valeur de la route vraie. Réponse C, ignorer cette indication car la route vraie est toujours identique à la route magnétique. Réponse D, multiplier cette valeur par le facteur d'échelle de la carte. Alors, la bonne réponse en fait ici est la réponse A. Alors, il faut faire attention à une chose. C'est que, effectivement, algébriquement, une route magnétique s'obtient en soustrayant la déclinaison magnétique de la route vraie. Oui, bien sûr. Mais en fait, n'oublions pas que lorsque la déclinaison est ouest, elle est comptée négativement. Donc le schéma vous montre ici que si on vous avait demandé numériquement la valeur de la route magnétique, eh bien, vous auriez fait non pas une soustraction, mais une addition, ou en fait, si vous préférez, la soustraction d'un nombre négatif. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que le schéma là, sur la route magnétique, en fait, c'est 271. Hein. Mais la bonne réponse était bien soustraire la déclinaison, parce que la déclinaison peut être algébrique. Et voilà. Donc il y avait une petite difficulté ici dans cette question. On aurait pu penser qu'il fallait additionner, sachant qu'on parlait d'une déclinaison magnétique de 1 degré ouest. Hein, donc il pourrait y avoir ambiguïté entre les réponses A et B. Hein. En fait, la réponse officielle est la réponse A. Question suivante, numéro 7. Un aéronef a une vitesse propre de 160 km/h et subit un vent d'ouest de 50 km/h. Pour faire route au nord, il devra suivre un cap de, réponse A, 20 degrés, réponse B, 270 degrés, réponse C, 340 degrés, réponse D, 360 degrés. Alors, ici aussi, nous l'avons dit dans la mission, faites un schéma. La bonne réponse est 340 degrés, nous allons voir pourquoi. Alors, que se passe-t-il? L'aéronef donc a une certaine vitesse propre et il subit un vent d'ouest, d'accord? Donc il va subir une dérive droite. Et donc en fait, pour contrer cette dérive droite, hein, retenez ce que nous avons dit dans l'émission, il va falloir qu'il oriente le nez de l'avion du côté du vent, c'est-à-dire vers l'ouest. Hein, okay. À ce moment-là, par composition de vitesse, eh bien, il pourra donc effectivement se diriger vers le nord comme prévu. Et donc la seule réponse possible ici était une réponse donc à l'ouest de son cap, donc 300, en l'occurrence 340 degrés. Un aéronef faisant route vers le sud à une vitesse propre de 140 km/h, il subit un vent d'est de 50 km/h. Il doit suivre approximativement un cap au, réponse A, 160 degrés, réponse B, 180 degrés, réponse C, 190 degrés, réponse D, 200 degrés. En fait, il s'agit d'une question équivalente à la question précédente, seules les données changent, et donc encore, c'est le schéma qui va vous sauver, c'est 160 degrés. Alors effectivement, voilà, route vers le sud, le vent est d'est, donc en fait il va faire dériver l'avion à droite et donc il faut, pour contrer donc l'effet du vent, il faut donc orienter le nez de l'avion du côté où vient le vent. Donc en l'occurrence ici, la seule réponse possible était la réponse A, 160 degrés. Question numéro 9. De réglementation. Le vol VFR est effectué, réponse A, est un vol effectué dans des conditions de vol à vue. Réponse B, un vol effectué dans des conditions de vol aux instruments. Réponse C, un vol de type commercial. Réponse D, un vol limité autour de piste. Bien entendu, la réponse A est la bonne, un vol VFR pour Visual Fly Route, vol à vue. Et, question numéro 10. En quoi consiste le cheminement? Réponse A, suivre les indications d'un GPS. Réponse B, suivre le chemin indiqué par le contrôle aérien. Réponse C, suivre des repères au sol caractéristiques. Réponse D, suivre uniquement les voies de chemin de fer. La bonne réponse est bien entendu la réponse C, suivre des repères au sol caractéristiques.
C'est la définition de la navigation pure en cheminement. Hein. Suivre le chemin indiqué par le contrôle aérien, on serait dans un vol en IFR. Hein. Suivre uniquement les voies de chemin de fer, bien entendu, hein, c'est beaucoup trop restrictif. Hein. Il y a bien d'autres repères au sol qui permettent hein, de déterminer sa position.